Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester encore fidèles au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce 6e numéro de votre émission éducative dénommée Le temps de philosopher. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a pour objectif fondamental de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, pour ce 6e numéro de votre émission éducative Le temps de philosopher, nous allons nous intéresser sur un point, sur un domaine, en tout cas sur un point dit domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie. C'est-à-dire, nous allons essayer d'étudier ensemble les relations, les rapports entre la philosophie et la science. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire de la science? Généralement, on a coutume de dire que la philosophie et la science ont été une seule et même discipline durant 23 siècles. Du 6e au 17e siècle, la philosophie et la science étaient inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Mieux encore, disons que du 6e au 17e siècle, on ne pouvait pas séparer la philosophie et la science. Pourquoi? Parce que tous les grands scientifiques s'intéressaient à la philosophie, tous les grands philosophes également s'intéressaient à la science. D'ailleurs, la première personne qui aurait conceptualisé le mot de philosophie s'appelle Pythagore. Or, Pythagore était un grand mathématicien. Donc on comprend dans ce sens que philosophie et science entretenaient des relations compatibles dans l'Antiquité grecque. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour comprendre ce cours sur les relations entre la philosophie et la science, il sera fondamentalement nécessaire d'utiliser une image. Parce que le cours portant sur les relations entre philosophie et science peut être classifié, peut être en tout cas scindé en 3 parties. Mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce? Et pourquoi réconciliation? Alors, nous avons 3 points fondamentaux qui nous permettraient en tout cas de comprendre les relations entre la philosophie et la science. J'ai parlé de mariage, de divorce et de réconciliation. Pourquoi mariage? Mariage pourquoi? Parce que dans l'Antiquité grecque, on nous enseigne que la philosophie et la science étaient ensemble. La philosophie et la science formaient un couple harmonieux. On peut même dire que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient inséparables comme les 2 faces d'une pièce de monnaie. S'il en est ainsi, c'est parce que dans l'Antiquité grecque, tous les grands scientifiques s'intéressaient à la philosophie, tous les grands philosophes également s'intéressaient à la science. Donc de ce point de vue, on peut dire que dans l'Antiquité grecque, l'ambition principale du philosophe, c'était d'être un savant. L'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sophos, c'est-à-dire un sage. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous pouvons comprendre le philosophe grec Aristote lorsqu'il déclare, je cite, « Le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure du possible ». De ce point de vue, on comprend que dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science étaient indissociables, la philosophie et la science étaient inséparables. C'est pourquoi on parle de mariage. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse allant dans ce sens pour parler toujours de mariage entre la philosophie et la science. Il y avait un philosophe grec du nom de Platon qui avait créé une académie. L'école de Platon s'appelait l'Académie. Dans cette école, Platon écrit à la porte de l'école « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Dès lors, la question fondamentale qui mérite d'être soulevée, la question essentielle à laquelle nous devons nous intéresser est la suivante. Pourquoi Platon n'a-t-il pas écrit « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe » mais il a préféré écrire « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Or, on sait que la géométrie, elle est une branche de la science. Ça, c'est un deuxième élément de réponse pour montrer que dans l'Antiquité grecque, il y avait une relation compatible, il y avait une relation conciliable, il y avait une relation inséparable entre la philosophie et la science. Voilà pourquoi on parle de mariage. Toutefois, au XVIIe siècle, sous l'action de Galilée, on va assister à une rupture, on va assister à une séparation progressive, on va assister à un divorce entre la philosophie et la science. Au XVIIe siècle, la science qui avait été allaitée par la philosophie au Moyen-Âge va prendre son indépendance. Au XVIIe siècle, la science va se démarquer de la réflexion philosophique. Non seulement la science va se démarquer de la philosophie, mais également la science va critiquer, va fustiger la réflexion philosophique. Alors, que disent les scientifiques ou bien les scientistes? Les scientistes ou bien les scientifiques accusent la philosophie d'être inutile, accusent la philosophie d'être abstraite,
c'est-à-dire les scientistes accusent la philosophie d'être un vain bavardage, une activité en tout cas qui ne parvient pas à prendre en charge concrètement les aspirations et les préoccupations matérielles de l'humanité. De ce point de vue, on comprend que si on compare la philosophie à la science sous un angle matériel, on va constater que la science semble être plus utile, la science va éliminer, la science va disqualifier la réflexion philosophique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre Pierre Fougerolas qui, dans son ouvrage intitulé « La philosophie en question », à la page 28, déclare, je cite, « Comparée aux techniques, l'activité philosophique semble inefficace. Elle passe pour un vain bavardage. » De ce point de vue, on comprend que Pierre Fougerolas semble critiquer, semble fustiger le sérieux de la philosophie au détriment de la science. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que si on compare la philosophie à la science sous un angle matériel, on va constater que la science semble être plus utile que la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est ni un pouvoir, ni un savoir. La philosophie n'est pas un pouvoir parce que sur le plan matériel, la philosophie, depuis sa genèse, depuis son commencement, elle ne parvient pas à prendre en charge concrètement les préoccupations matérielles de l'humanité. Alors que la science, quoi qu'on puisse dire, depuis sa genèse, depuis son commencement, elle répond concrètement aux besoins matériels de l'humanité. Et j'en profite d'ailleurs pour faire comprendre aux élèves qu'il ne faut pas faire la confusion entre la science et la technique. Autrement dit, la technique peut être définie comme une science appliquée, c'est-à-dire la science découvre, la technique applique. Malgré la différence légère qui existe entre la philosophie et la science, il faut toutefois préciser que l'une ne peut pas aller sans l'autre. J'ai envie de dire que la science et la technique sont inséparables comme les deux faces d'une pièce de monnaie. De ce point de vue, on comprend que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique. Dans le même ordre d'idée de montrer qu'il y a divorce entre la philosophie et la science, on peut se questionner, on peut se pencher en tout cas sur la manière de leur questionnement. La philosophie et la science n'ont pas les mêmes finalités, la philosophie et la science n'ont pas les mêmes démarches. Pourquoi? Parce que si la science pose la question du comment pour accéder à la vérité, la philosophie quant à elle, elle pose la question du pourquoi. De ce point de vue, on comprend que le divorce semble être légitime entre la philosophie et la science. Dans la même perspective de montrer que la science semble être plus utile que la réflexion philosophique, on pourrait évoquer ici la posture, la position des scientistes. Parce qu'aux yeux des scientistes, la science est la seule discipline rationnelle qui soit capable de régler les problèmes de l'humanité. C'est dans ce sens que les scientistes considèrent la science comme une panacée. Qu'est-ce qu'une panacée? Par panacée, il faut entendre un remède universel qui soit capable de régler tous les problèmes de l'humanité. Pour le troisième point, nous allons essayer de voir la réconciliation. Pourquoi réconciliation? Parce que quoi qu'on puisse dire, même si la science a réussi à satisfaire les préoccupations matérielles de l'humanité, même si la science, avec son hégémonie, avec la prouesse de la science, le monde moderne est dominé par la science, il faut toutefois préciser que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Pourquoi? Parce que la science semble avoir besoin de la réflexion philosophique. La philosophie également semble avoir besoin de la science. Pourquoi? Parce que la science, certes, elle est pratique, la philosophie, elle est théorique, mais l'une ne peut pas aller sans l'autre. Mais également, il faudra ajouter que même si la science, elle a satisfait les préoccupations d'ordre matériel de l'humanité, il faut toutefois préciser que la science a plongé l'humanité dans un destin aveugle. Quand je parle des effets de la science, j'ai envie d'évoquer les conséquences désastreuses que la science a causées, comme les bombes atomiques, l'avortement médicalisé, le pilules de lendemain, les maladies cancéreuses. Toutes ces dérives causées par la science poussent l'être humain à se poser des questions d'ordre philosophique. Où allons-nous? D'où venons-nous? Pour essayer de montrer que la réflexion philosophique ne peut pas aller sans la science. Pourquoi? Parce qu'il incombe aux philosophes de méditer, d'apporter des solutions idoines et salvatrices sur les conséquences désastreuses que la science a causées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous pouvons comprendre l'humaniste et l'écrivain français, en l'occurrence François Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». S'il en est ainsi, on comprend que la philosophie doit intervenir pour empêcher à la science de commettre des dérives. Mieux encore, la philosophie doit apparaître comme un garde-fou pour empêcher à la science de plonger l'homme dans un destin aveugle. Pour le troisième élément que nous allons essayer d'évoquer, pour un autre élément, excusez-moi, que nous allons essayer d'évoquer, dans son ouvrage intitulé « Le banquet », le philosophe grec, en l'occurrence Platon, compare la philosophie à l'amour.
Mais nous, quant à nous, ce qui nous intéresse, nous allons comparer la philosophie, la science à l'amour. Alors, considérons la science comme l'amour. La science est amour. Pour faire un jeu de mots. Alors, quand je dis que la science est amour, j'ai envie de vous évoquer ce qu'on appelle les caractéristiques de la science. La science est amour, pourquoi? Parce que A signifie activité. Le M signifie méthodique. Le O signifie objective. La lettre U signifie universel. Et enfin R, la lettre R signifie ratio, rationnel. Alors, je m'explique. Quand je dis que la science est amour, c'est parce que le A signifie activité. En d'autres termes, la science, elle est une activité rationnelle. Elle est une activité méthodique. Qui dit méthodique, c'est parce que la science, en science, il n'y a pas, on ne peut pas parler de science sans méthode. C'est pourquoi je dis que la science, elle est une activité méthodique. En même temps, la science, elle est objective. Parallèlement, la science, elle est universelle. Pourquoi? Parce que les vérités de la science sont considérées comme des vérités unanimes et universelles. De ce point de vue, on peut dire que la science, elle est universelle. Deux exemples de vérités qui soient universelles en science, ou bien trois exemples de vérités. L'eau bout égale 100 degrés, l'eau est sans saveur, inodore et incolore, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, sont considérées comme des vérités scientifiques et universelles, acceptées par toute la commission, par toute la communauté scientifique. Mais également, la science, elle est rationnelle comme la philosophie. Donc, de ce point de vue, on comprend qu'on pourrait dire que la science, elle est amour. Alors, je pense que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'espère que vous avez compris les explications qui ont été développées. Alors, j'en viens maintenant aux différentes questions qui m'ont été posées par les internautes. Alors, nous avons 4 questions que nous devons répondre. La première question est une citation de Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand, qui dit « Pourquoi Arthur Schopenhauer déclare que l'homme est un animal métaphysique ?» De prime abord, il faut comprendre que l'homme est un être qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Mieux encore, je pourrais dire que de toutes les créatures, l'homme est le seul qui refuse d'être ce qu'elle est. Le seul qui refuse d'être ce qu'il est. Donc, de ce point de vue, on comprend que l'homme est un animal métaphysique qui a envie, en tout cas, de soulever des questions d'ordre métaphysique, à savoir d'où venons-nous, où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer, qui suis-je, qu'est-ce que l'homme? Voilà une série de questions intéressantes qui nous permettraient de dire que l'homme est le seul être, en tout cas, l'homme est un animal métaphysique. C'est pour montrer que la métaphysique, elle est inscrite dans le cœur de l'homme. La métaphysique est considérée comme le socle, le soubassement, la base de la réflexion philosophique. S'il en est ainsi, on pourrait être d'accord avec Arthur Schopenhauer en disant que l'homme est un animal métaphysique. Pourquoi? Parce que l'homme est le seul être qui aspire, en tout cas, à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Dès lors, il pose des questions d'ordre métaphysique pour donner un sens à sa vie. À la différence de l'animal qui se contente d'être ce qu'il est, l'homme, quant à lui, étant un être agissant, intelligent et pensant, soulève des questions d'ordre métaphysique pour essayer de donner un sens à sa vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Que nous est-il permis d'espérer? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Donc, l'homme, étant un être intelligent, a l'habitude, a coutume de s'intéresser sur les choses qui sont au-delà de la physique pour essayer de réfléchir sur Dieu, l'âme, le destin, le monde, la mort. De ce point de vue, on peut dire que l'homme est un animal purement métaphysique. Deuxième question. Pourquoi Rudolf considère les métaphysiciens comme des musiciens sans talent musical? Il faut comprendre que beaucoup de critiques, de suspicion et de méfiance ont été développées à l'encontre de la métaphysique. Même si la métaphysique, elle est considérée comme le socle de la réflexion philosophique, comme je viens de le dire, il faut toutefois préciser qu'il y a ce qu'on appelle des adversaires, des détracteurs ou bien des opposants de la métaphysique. Et parmi les opposants de la métaphysique, on peut en citer les positivistes, les empiristes et les philosophes du soupçon, à savoir Karl Marx, Sigmund Freud et Nietzsche. Aux yeux de ces philosophes, la métaphysique n'a aucune utilité. Aux yeux de ces philosophes, la métaphysique est considérée comme une pathologie de l'esprit, pour reprendre l'expression de Friedrich Nietzsche. Et il semble que Rudolf s'inscrit dans cette perspective quand il accuse les métaphysiciens d'être des
comme des musiciens sans talent musical. C'est pour montrer que, aux yeux de Rudolf, la métaphysique ou bien les métaphysiciens sont considérés comme des rêveurs, sont considérés en tout cas comme des promeneurs solitaires qui n'apportent pas de solutions concrètes face aux urgences, face aux problèmes qui tenaillent et assaillent la conscience, qui assaillent la conscience humaine. Donc de ce point de vue, on comprend que Rudolf semble critiquer, semble contester, en tout cas semble critiquer ce qu'on appelle le sérieux de la métaphysique. S'il en est ainsi, on peut dire que la métaphysique mérite d'être reléguée au second plan. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences, des questions concrètes, des questions pragmatiques qui doivent être résolues, alors qu'on sait que la métaphysique passe tout son temps à réfléchir sur les choses qui sont au-delà de la métaphysique. Donc on comprend dans ce sens, qui sont au-delà de la physique, excusez-moi, on comprend dans ce sens que la métaphysique semble être reléguée au second plan. La métaphysique ne mérite pas une heure de peine, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que nous vivons dans une époque dominée, caractérisée par le mercantilisme et le pragmatisme. Or, les gens ont souvent tendance à faire confiance aux résultats apportés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plutôt que de se consacrer à des réflexions ou bien à la méditation métaphysique. Troisième question. Quel est l'objectif de Andronikos de Rhodes après avoir inventé le concept de métaphysique? D'abord, il faut comprendre que Andronikos de Rhodes est l'éditeur d'Aristote. Ce dernier, dans la perspective de ranger les œuvres d'Aristote, dans la perspective de classer les œuvres d'Aristote, les avait rangées en deux catégories. Les écrits qui traitaient des choses physiques, il les appela les choses qui sont en tout cas physiques, tangibles, et les écrits qui s'intéressaient sur les choses qui sont au-delà de la physique, il les appelait les choses métaphysiques. Donc dans ce sens, on pourrait dire que Andronikos de Rhodes, l'éditeur d'Aristote, nous a voulu faire comprendre qu'Aristote a distingué deux types de réalités. Ce qu'on appelle la substance et l'accident. La substance désigne les choses qui sont immatérielles, les choses qui sont métaphysiques. Alors que l'accident désigne les choses qui sont physiques, les choses qui sont tangibles. De ce point de vue, on comprend que l'éditeur d'Aristote, en l'occurrence Andronikos de Rhodes, a voulu simplement nous faire comprendre que Aristote a distingué deux types de réalités, à savoir la substance et l'accident. Quatrième et dernière question. Malgré les critiques négatives contre la métaphysique, elle constitue-t-elle un besoin vital? Bien évidemment, nous pourrons dire que la métaphysique est inscrite au cœur de l'homme. La métaphysique est considérée comme une substance intéressante. La métaphysique même est considérée comme la base, le fondement, le socle, la quintessence et la substance de la vie humaine. Pourquoi? Parce que l'homme étant un être intelligent, pensant et réfléchi, il ne peut pas ne pas soulever des questions d'ordre métaphysique. Il a envie de comprendre après la mort d'où il va, il a envie de comprendre pourquoi le monde existe, il a envie de comprendre, de donner un sens à sa vie. S'il en est ainsi, on peut dire que la métaphysique ne peut pas être reléguée au second plan. Pourquoi? Parce que la métaphysique, elle est inscrite dans le corps de l'homme. Mieux encore, disons que la métaphysique et l'homme constituent des substances homogènes. La métaphysique et l'homme sont considérés comme étant deux éléments consubstantiels. Bon, je pense que toutes les questions ont été répondues de manière très claire. Alors, chers internautes, comme à l'accoutumée, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires sur le programme de philosophie, en terminale L2 ou bien en terminale L', ou même en terminale S, vous pouvez les cocher, vous pouvez les poser, nous y reviendrons pour la prochaine émission. Merci beaucoup.